La pratique de lutte politique du président Gbagbo montre bien que c'est un démocrate, au-delà même de tout ce qu'il a écrit. Parce que dans ces années 60-70, toute l'Afrique était en ébullition, l'Amérique latine, l'Asie. Et dans ces pays où on luttait pour l'autonomie, pour l'indépendance, certains pensaient qu'il faut arriver au pouvoir par des moyens violents. D'autres pensaient qu'il faut arriver au pouvoir par des moyens pacifiques, malgré l'autoritarisme et la répression des partis qui étaient au pouvoir. Parce que la Côte d'Ivoire était un pays dominé par un seul parti politique, le PDCI-RDA, et qui dit parti unique au pouvoir, c'est-à-dire vous n'êtes pas autorisé à vous organiser librement. Même les syndicats étaient caporalisés. Il y avait une seule centrale syndicale, l'UGTCI. Vous n'êtes pas autorisé à faire des manifestations de rue, à faire des sittings, à faire des grèves, à avoir des journaux. Malgré tout cela, le président Laurent Gbagbo a dit « Nous allons utiliser des moyens pacifiques pour arriver au pouvoir ». Et ce sont ces moyens qu'il va utiliser. Il va se battre pour que l'âge des élections soit abaissé à 18 ans. Il va se battre pour qu'on ait l'encre indélébile. Parce qu'avant, vous pouvez voter 10 fois, 20 fois en changeant de bureau de vote. Il va se battre avec ses camarades pour qu'on puisse obtenir des bulletins uniques, pour qu'on puisse obtenir l'une transparente, pour qu'on puisse obtenir même que le simple dépouillement se déroule dans le bureau de vote. Parce qu'avant, vous finissez de voter, on transporte l'urne quelque part. Et sur le chemin, on change l'urne. C'est tout cela qui a été obtenu, mais difficilement, parce que chaque manifestation était suivie de répression, d'arrestation, et parfois même de bannissement. Et malgré tout cela, on a obtenu, parce qu'il a résumé son combat en une seule phrase, asseyons-nous et discutons. Et lorsqu'il a été opposé pour la première fois au président Houphouët-Boigny, pour aller aux élections, tout le monde sait, aujourd'hui on dit qu'il avait gagné. Mais même quand Houphouët a inversé les résultats pour dire qu'il a été battu, il n'a pas appelé ses partisans à descendre dans les rues pour contester. Donc Gbagbo est un légaliste qui respecte la Constitution, qui respecte les institutions, bien qu'il était contre le fait que les élections soient organisées par le ministère de l'Intérieur. Assurer une discussion veut dire que, quelles que soient vos oppositions, il faut, par la persuasion, par le dialogue, amener les différents partenaires à s'asseoir autour d'une même table. Et c'est pourquoi, quand il a été élu président, alors qu'Alassane Ouattara était réfugié en Europe parce que poursuivi par un mandat d'arrêt que le président Bédié avait lancé contre lui, le président Gbagbo est allé le chercher. Le président Gbagbo est allé chercher Bédié. Et Maître Aoussou Jano peut en témoigner parce qu'il était avec moi lorsqu'on a fait les démarches nécessaires pour que le président Bédié puisse venir en Côte d'Ivoire dans de bonnes conditions, s'installer, avoir tout le confort nécessaire. Il a été de même pour le général Gueye. Il était à Kabakouma. Moi-même, j'ai fait le déplacement avec certains camarades pour aller le trouver à Kabakouma pour dire le président Gbagbo veut que vous veniez à Abidjan pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver la paix ensemble, pour que tous les fils du pays participent au développement. Donc, il l'a dit et il a appliqué. Le complot contre le président Gbagbo vraiment s'est étalé dès les premiers moments que ça a pris de pouvoir. Et c'est ce qui est frappant. Le 4 et 5 décembre l'an 2000, les élections ont eu lieu en octobre. Le RDR fait un rassemblement au stade Félix Houphouët-Boigny. À la suite de ce rassemblement, le mot d'ordre est donné d'aller prendre la télévision ivoirienne parce que le pouvoir est dans la rue. Si vous vous souvenez, à l'année 2000, il y avait sur le boulevard la trille des cocotiers plantés à partir de Saint-Jean jusqu'à la télévision. Ce jour-là, les dozos, armés de machettes, de fusils, pour montrer leur force, ont tout découpé. C'était d'apprendre d'assaut la télévision ivoirienne. Ça a été un échec.
Le 7 et le 8 janvier 2001, ça a été l'attaque au plateau. Ils ont pris la radio. Quand ils ont échoué, il y a eu l'attaque qu'on a appelée le complot de la Mercedes noire. Donc ça, c'est des premiers moments. Il n'a même pas géré le pays pour qu'on voit s'il gère bien ou s'il gère mal. Ils ont commencé. Lorsque ces actions armées ont échoué, ils vont passer à une autre phase. Ça a été d'abord le charnier de Yopougon. Un charnier où on s'en va trouver à Yopougon des gens dont l'autopsie montre qu'ils ont été noyés. Mais on dit que les militaires des Babos les ont tués. Ça va être aussi des actions sournoises mais efficaces. Comme disent les Français, qui veut noyer son chien l'accuse d'élevage. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont le frapper sur le terrain très important du cacao-café. Ils vont répandre dans le monde entier que le cacao de Côte d'Ivoire est produit par des enfants esclaves. Ensuite, ils vont dire que le cacao de Côte d'Ivoire est contaminé par un champignon qui donne le cancer. C'était des actions de déstabilisation. Bien. Malgré tout, le gouvernement Afingessant, sur ordre du président Babo, va élaborer un élément très important, et ça, tous les Africains qui veulent être libres, avoir en main leur propre développement, je pense qu'ils doivent étudier ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est faire le programme de développement de la Côte d'Ivoire et trouver le financement. Pourquoi? Parce que dès que le président Babo a pris le pouvoir, le FMI, la Banque mondiale, la France ont tous déclaré que tant que le président Babo ne paye pas les dettes cumulées de Ouattara, de Bédié et du président Houphouët-Boigny, il n'y aura pas d'aide du tout pour la Côte d'Ivoire. Il faut payer d'abord la dette. Tous les retards accumulés, il faut les payer. Et ensuite, régulièrement, il faut payer. Donc, il n'y aura pas de soutien financier extérieur. Or, il faut appliquer notre programme. Alors, c'est pourquoi on a élaboré ce qu'on a appelé le budget sécurisé. Le budget sécurisé, dont le montant est 1250 milliards de francs CFA. Ce budget a été façonné d'abord par les économistes ivoiriens, chose rare dans les pays africains où toujours on vous demande l'assistance des soi-disant experts internationaux. Ensuite, rien que les ressources propres du pays ont permis de boucler ce budget qui a été appliqué, et à la fin de l'année, il y a eu même un excédent budgétaire, ce qu'on n'a jamais vu dans nos pays. Le succès de ce budget sécurisé, pour moi, a été le point de départ qui a poussé la France à attaquer le régime du président Babo. Parce que voici un pays africain qui, premièrement, est surendetté par les régimes passés. Deuxièmement, à qui on dit tu n'auras pas de soutien financier tant que tu ne payes pas nos dettes. Et ce régime-là arrive à payer les dettes, à avoir son budget, à fonctionner. C'était pour montrer la voie à tous les Africains que nous sommes capables de nous développer. Si je veux paraphraser le président Obama, yes, you can. Nous pouvons. Alors, ce budget sécurisé, en fin de compte, c'est un élément de toute la politique que le président Babo a toujours dit. Il faut que nous soyons souverains. Et dans tous les domaines. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, comme beaucoup de pays africains, nous avons les ressources humaines qu'il faut. Il faut leur faire confiance. Il faut faire confiance aux jeunes. Il faut leur dire de prendre en main le développement du pays. Nous avons les ressources naturelles qu'il faut. Nous avons les moyens nous-mêmes de financer notre développement. Et cette politique, il va essayer de faire la promotion, même dans la sous-région. Il a proposé à un pays comme le Ghana, producteur de cacao, comme la Côte d'Ivoire, de s'entendre avec la Côte d'Ivoire pour qu'ensemble on mette en place un marché du cacao. Parce que c'est aberrant, c'est nous qui produisons le cacao.
Et c'est à Londres qu'on détermine le prix du cacao. C'est une aberration. C'est comme les infrastructures en Afrique. Il a proposé, dans le cadre de la CEDEAO, finançons nous-mêmes sous nos ressources naturelles, trouvons les moyens pour financer notre développement, que ce soit les routes, que ce soit l'énergie. Donc c'est un élément, c'est-à-dire sans faire la guerre, comme je vous ai dit, parce qu'il est contre, mais de manière pacifique, mettons en place tout ce qu'il faut pour que nous arrivions à assumer nous-mêmes notre développement. Et je pense que ça, l'Occident n'est pas prêt à l'accepter. Oui, moi je ne suis pas tellement d'accord quand les gens parlent de crise post-électorale, guerre post-électorale. Ça a commencé en 2002. C'est en 2002 que la guerre a été déclenchée contre la Côte d'Ivoire. Mais la guerre n'est pas un mouvement uniforme. Il y a des périodes d'accalmie, il y a des périodes d'intensité. Parce que lorsqu'on t'attaque et après on coupe ton pays en deux par une zone où vous ne pouvez pas, le président ne peut pas dépasser cette zone et autre, tu es obligé de n'agir que dans la zone qu'on t'a donnée, tu es toujours en guerre. Tu es toujours en guerre. Ce qui est survenu après les élections, en fin de compte, c'est la fin de tout un processus qui a commencé, comme je vous ai dit, du 4 au 5 décembre 2000. 4 et 5 décembre 2000, quand le RDR a mis ses militants dans la rue et pour dire que le pouvoir est dans la rue, avec des machettes et des fusils. Les dozos étaient devant. Ce sont les mêmes dozos qu'on va retrouver en grand nombre. Je crois maintenant on parle du chiffre de 60 000. Donc, cette guerre qui va connaître une grande intensité après les élections, à partir de l'ordonnance de mars 2011 de M. Alassane Ouattara, quand il a donné l'ordre à ses mercenaires et à ses rebelles d'attaquer tous les fronts, les FRC, à partir de ce moment-là, effectivement, il va y avoir beaucoup de massacres. Mais vous me demandez les conséquences. Les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des régions entières de Côte d'Ivoire où des villages ont disparu. Vous avez des Ivoiriens, des Ivoiriennes qui sont peut-être seuls dans leur famille. Les familles ont été massacrées. Vous avez ce génocide, ouais, qui a eu lieu. D'autres, on n'en parle pas, mais c'est un véritable génocide. C'est un véritable génocide. Lorsqu'on te tue parce que tu es d'une ethnie, lorsqu'on te tue parce que tu portes un nom, lorsqu'on te tue parce qu'il semblerait que tu es comme ça, c'est un génocide. Et quel que soit le moment venu, un jour il faut en parler. Actuellement on parle du génocide arménien, mais c'est la même chose, hein? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Les gens ont été massacrés. D'abord, donc ça, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a eu des véritables massacres, des destructions. Et les gens sont réfugiés en grand nombre au Libéria. Il y a aussi, sur le plan maintenant pour tous les Ivoiriens, vous savez qu'on est revenu à la case départ, c'est-à-dire une recolonisation de la Côte d'Ivoire, une véritable recolonisation, une destruction du tissu social. Et ce qui est plus grave, c'est que le président Houphouët-Boigny avait mis en place, je peux dire, l'État de Côte d'Ivoire, hein, que les autres ont continué. Avec M. Ouattara, cet État est détruit. Le président Gbagbo avait entamé la consolidation, pour ne pas dire même la constitution d'une véritable nation. Une véritable nation par sa politique de décentralisation, par sa politique de communalisation et par sa politique de mettre les Ivoiriens qui sont compétents au poste qu'il faut sans distinction d'origine et autres. Avec M. Ouattara, nous sommes au rattrapage ethnique. Donc la Côte d'Ivoire revient en arrière, très en arrière. Peut-être même presque à l'époque précoloniale. Et c'est ça qui est grave. Comment les Ivoiriens vont échapper à ce piège? Comment les Ivoiriens, les démocrates ivoiriens, demain, ne diront pas que ce sont les Djula? Comment identifier que leur adversaire, ce ne sont pas les Djula, mais que c'est M. Ouattara et ses partisans? Voici le problème grave qu'il pose à la Côte d'Ivoire et que les démocrates doivent traiter. Donc, il faut d'abord pouvoir
éviter ce piège. Mais en même temps, aujourd'hui, qu'est-ce que vivent les Ivoiriens? Beaucoup d'Ivoiriens demeurent encore en exil. Bien que dans la constitution ivoirienne, c'est bien mentionné que pas d'Ivoiriens en exil. Et ce passage est important, parce que pendant la période de la transition militaire, lorsqu'il fallait rédiger la constitution ivoirienne, quand vous prenez cette constitution, vous voyez ce qu'on appelle le titre 1. Le titre 1, c'est l'œuvre exclusive du Front populaire ivoirien. Je peux en parler parce que c'est Maître André Kouassi et moi-même qui, isolés, ont rédigé tout le passage du titre 1, dans lequel les libertés individuelles et collectives doivent être sauvegardées. Donc, on ne peut pas mettre un Ivoirien en exil. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand le président Laurent Gbagbo a été élu, il a dit qu'il faut absolument tout faire pour que le président Bédi rentre au pays. Il faut absolument tout faire pour que M. Ouattara rentre au pays. Et c'est ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, vous avez des milliers d'Ivoiriens à l'extérieur. Et au pays même, avec la politique de rattrapage, beaucoup de jeunes sont au chômage. Ils ne peuvent pas parce qu'ils ne s'appellent pas tant, ils sont de telles régions, on refuse. Beaucoup de jeunes sont suspects. Quand tu es jeune et que tu as le crâne rasé, on te traite de milicien, de pro-babo. Donc le pays vit dans la peur. Le pays n'est pas réconcilié. Et c'est pour cette raison que le Front populaire ivoirien aujourd'hui a proposé deux choses. Le dialogue direct pour effacer les conséquences, c'est-à-dire pour qu'on sorte de prison tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui sont emprisonnés injustement, pour que le président Laurent Gbagbo revienne au pays et qu'il participe à la réconciliation nationale parce qu'il est indispensable, même dans les chiffres qu'ils ont truqués, qu'ils ont faussés. Ils lui donnent 48%. Mais en Europe, quand un candidat a 15%, on dit qu'il est populaire. On dit qu'il est populaire. Lui, il a gagné les élections, mais eux-mêmes, ils trichent. Et comme ils savent que c'est lui qui a gagné, on lui donne 48%. Mais quelqu'un qui a 48% des partisans dans un pays, on applique sa formule, asseyons-nous et discutons. Surtout qu'il propose. Donc aujourd'hui, c'est dans cette voie. Donc le Front populaire ivoirien propose le dialogue direct. Ensuite, propose les États généraux. Mais pourquoi les États généraux? Parce que notre pays a connu beaucoup de crises. Il y a eu la crise du Sanvi, il y a eu la crise du Guébié, où on a massacré 3 000, 4 000 personnes avec des fosses communes. Donc il y a des ressentiments qui sont dans le pays. Et comme nous voulons un État moderne, nous voulons une nation moderne, il faut qu'on s'asseye tous et qu'on discute et qu'on trace les nouvelles règles du fonctionnement de la nation ivoirienne, de l'État ivoirien. C'est ce que nous proposons. Laurent Gbagbo est incontournable pour la réconciliation. Parce que quand nous disons qu'il a gagné 48% aux élections, tout le monde sait qu'un parti politique dans un pays, quel qu'il soit, il n'est pas majoritaire. En tant que parti, c'est militant. Ce sont les sympathisants. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle les pro-Gbagbo dépassent le cercle du Front populaire ivoirien. Et c'est pourquoi le FPI propose, tu as bien dit, le dialogue, c'est entre le FPI et le pouvoir actuel pour régler les conséquences immédiates qui concernent le FPI et ses sympathisants qui sont en prison. Mais pour réconcilier les Ivoiriens, il faut la présence de Laurent Gbagbo parce que c'est lui qui est suivi par les 48% que lui ont donné les voleurs, sinon les 54% qu'il a obtenus. Et c'est tout cela, il est le porte-parole de cela. Vous ne pouvez pas faire la réconciliation en le mettant entre parenthèses. C'est lui seul qui peut s'asseoir pour dire à tous ses partisans, malgré ce qu'ils ont fait, malgré les massacres, malgré les tueries, malgré les viols, j'ai toujours dit, asseyons-nous et discutons. Donc, nous allons discuter avec eux pour trouver les nouvelles bases de fonctionnement de nos sociétés. Donc, il est indispensable. On ne peut pas l'enfermer à La Haye et croire qu'on peut obtenir la réconciliation en Côte d'Ivoire.